Après avoir conduit 9 heures à travers une tempête de neige pour surprendre ma femme le jour de son anniversaire, je suis entré avec un gâteau et je l'ai entendu dire à sa sœur, « Mon Dieu, j'espère qu'il s'écrase. Je pourrais utiliser l'assurance. » Sa sœur a répondu, ou au moins quelques mois de silence. Ils ont ri. J'ai laissé le gâteau sur le comptoir. Le lendemain matin, j'étais parti. 3 semaines plus tard, elle a tout regretté. Elle a déclaré, donc, moi, 33 mois, et ma femme, Abigail, 31 ans, sommes mariés depuis 7 ans. Histoire classique, des amoureux du lycée ont rompu pour aller à l'université, ont repris contact au mariage d'un ami commun et le reste appartenait à l'histoire, du moins c'est ce que je pensais. Je n'ai pas les moyens de prendre des vacances pour lesquelles ils n'ont pas d'argent. Sans juger, j'ai juste remarqué. Abigail a commencé à faire des commentaires sur la taille de notre maison et à me demander quand j'allais progresser en termes de carrière. Nous vivons confortablement à Nice, 3 chambres dans un bon quartier, 2 voitures décentes, rien d'extraordinaire mais nous allons bien, où je pensais que c'était l'anniversaire d'Abigail en février dans le Midwest. Toujours il faisait froid et il neigeait souvent. Les projets sont annulés. J'ai donc décidé de faire quelque chose de spécial cette année. Son anniversaire tombait un mardi, mais elle avait mentionné vouloir rendre visite à sa sœur ce week-end. Comme ils avaient prévu d'aller au spa samedi, je lui ai dit que je ne pouvais pas m'éloigner du travail et que je devrais rester sur place. C'était un mensonge. En fait, j'avais prévu de retirer le vendredi du plan. Surprenez-la en vous présentant chez Mia vendredi soir avec son gâteau préféré de cette boulangerie près de chez nous, puis emmenez-la dehors pour un dîner raffiné que j'avais déjà réservé. J'avais même préparé un sac avec sa robe et ses chaussures préférées. J'avais tout réglé. Les rapports météorologiques ont commencé à paraître flous jeudi soir, une tempête hivernale prévient de 6 à 10 heures attendues dans 3 États, y compris sur l'ensemble de l'itinéraire que je devais parcourir. La plupart des gens l'auraient fait. Je ne l'ai pas fait. Une détermination en partie obstinée, en partie une volonté de ne pas gâcher la réservation au restaurant qui m'a pris 3 semaines pour l'obtenir. Je suis parti à 7 heures vendredi. Ce qui aurait dû être un trajet de 6 heures s'est transformé en un cauchemar de 9 heures. Jarret blanc roulant dans la neige si épaisse que je pouvais à peine voir les feux arrière devant moi. 3 accidents sur l'autoroute ont tout ralenti, j'ai dû m'arrêter 2 fois pour prendre un café juste pour rester vigilant, mais je n'arrêtais pas de penser au visage d'Abigail quand je franchissais la porte. Ça vaut le coup, c'est vrai. Je suis arrivé dans le quartier de Mia vers 16 heures, j'ai dû me garer à un pâté de maison parce que les charrues n'étaient pas encore arrivées, j'ai attrapé la boîte à gâteaux et j'ai marché péniblement dans la neige jusqu'aux chevilles. Mon jean était trempé au moment où je suis arrivé à la porte d'entrée de Mia. La porte était déverrouillée. Je les entendais dans la cuisine, des voix et des rires. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai entendu mon nom. Abigail était au milieu d'une phrase du silence de Noah Nothing Radio. Mia a dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Puis Abigail est à nouveau plus claire. Il a envoyé un texto plus tôt disant qu'il était coincé au travail. Probablement toujours là. Par ce temps, ils auraient renvoyé tout le monde chez eux. Mia a répondu, eh bien, il est probablement sur le canapé avec ses écouteurs en train de jouer à ce jeu stupide. Encore une fois, je me suis figé dans l'entrée. Ce n'était pas le regard ludique habituel sur mes habitudes de jeu. Il y avait un vrai mépris dans sa voix. Au moins, il n'est pas là. Tu as gâché ta semaine d'anniversaire, dit Mia. J'ai failli intervenir alors pour m'annoncer. J'aurais aimé la voir. Au lieu de cela, j'ai entendu ce qui est arrivé ensuite. Mon Dieu, peux-tu imaginer? Abigail a ri. Il insisterait pour venir dîner avec nous ce soir et raconter les 3 mêmes histoires qu'il raconte toujours. Ensuite, il aurait ce triste chiot. Regarde quand je veux sortir demain sans lui. Mon estomac hocha la tête. Je restais là, tenant ce stupide gâteau. J'avais conduit 9 heures dans une tempête de neige pour livrer, écoutant ma femme se moquer de moi auprès de sa sœur. Eh bien, au moins, il est à l'écart. Mia a déclaré, les routes sont un désastre. Le mari de mon ami est resté coincé sur l'autoroute pendant 3 heures. Il y a eu une pause. Puis Abigail a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Décidant consciemment quoi faire ensuite. Je suis allé au motel le plus proche, ça m'a coûté $80 pour une chambre qui sentait la cigarette. En désespoir de cause, j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plafond jusqu'au lever du soleil. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone, il y a eu 63 SMS et 29 appels manqués. Je ne les ai pas lus,
j'ai juste envoyé un texto à mon ami Théodore. Il s'est passé quelque chose avec Abigail. J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours, Théo étant le MVP, il a simplement répondu, les portes ont ouvert les bières dans le réfrigérateur. J'ai conduit les 9 heures de retour chez moi, j'ai emballé 3 valises de vêtements et de produits de première nécessité pendant qu'Abigail était encore chez Mia, j'ai récupéré mes documents importants dans notre boîte inifuge et je suis allé chez Théo. C'était il y a 3 jours. Je n'ai toujours pas parlé à Abigail, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Elle a été appelée à partir de plusieurs numéros, a laissé des messages vocaux allant des larmes à la colère et s'est même présentée à mon travail hier, je n'étais pas là, appelée malade. Aujourd'hui, je suis allé à la banque et j'ai transféré la moitié de notre épargne commune sur un nouveau compte à mon nom. J'ai gelé nos cartes de crédit communes, changé tous mes mots de passe, dit à mon patron que je devais travailler à distance pendant une semaine en raison d'une urgence familiale. Tout cela est très méthodique, ce qui est bizarre, car à l'intérieur j'ai l'impression d'être en chute libre. Le problème, c'est que je n'arrête pas de rejouer ces mots. J'espère qu'il s'écrasera. Je pourrais utiliser l'assurance. Qui dit cela de quelqu'un qu'il est censé aimer, qui se moque du fait que son conjoint soit réduit au silence pendant des mois? Le pire, c'est de réaliser que ce n'est probablement pas la première fois qu'elle dit quelque chose comme ça, juste la première fois que je l'entends. Nos amis ont commencé à nous tendre la main. Apparemment, Abigail dit aux gens que nous avons eu un malentendu et je réagis de manière excessive. Un geste classique de gaslighting. Un ami commun a envoyé un texto disant « Quoi qu'il arrive, je suis sûr que vous pouvez y remédier sans même demander mon avis. » Je n'ai raconté à personne ce que j'ai entendu. Même Théo ne connaît pas toute l'histoire, même s'il n'a pas insisté. Je suis censé entendre ça. Colère, tu es enfantin. Réponse, ton foutu téléphone. Manipulation. Je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Menace, si tu ne me rappelles pas, j'appelle la police pour signaler ta disparition. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça le jour de mon anniversaire. Je suis prêt à lui parler. Peut-être que je ne le serai jamais. Aujourd'hui, j'ai rencontré un conseiller financier nommé Milton, qu'un collègue m'a recommandé. J'ai passé 2 heures à examiner nos finances, j'ai découvert des choses intéressantes comme comment Abigail a dépensé 17 800 $ par mois en achats en ligne au cours de l'année écoulée, ou comment elle a sorti une carte de crédit en magasin dont je ne connaissais pas l'existence avec un solde de 3 000 $. Milton m'a aidé à élaborer un plan pour démêler nos finances le plus facilement possible. Tout est légal, rien de louche, mais cela signifie qu'Abigail est sur le point de se confronter à la réalité concernant ses habitudes de dépenses. Le compte conjoint que j'ai laissé intact contient suffisamment pour l'hypothèque et les services publics de ce mois-ci. Après on verra. Je n'essaie pas de la laisser sans ressources. J'ai juste besoin qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences. Ce qui est fou, c'est que je me surprends encore à me demander si je réagis de manière excessive, comme si c'était peut-être juste une blague. Mais ensuite je me souviens de son ton, de la désinvolture de son souhait de mort, du rire après. Et je sais que ce n'est pas le cas. Théo dit que je devrais lui parler, ne serait-ce que pour tourner la page. Peut-être qu'il a raison, mais en ce moment, je suis toujours en train de réfléchir, j'essaie toujours de comprendre qui est réellement cette personne que j'ai épousée. Demain marque 4 jours de silence de ma part. La sœur d'Abigail, Mia, a essayé d'appeler aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Ensuite, notre voisine Lydia a envoyé un texto disant qu'Abigail était chez nous en train de pleurer sur le pas de la porte parce que j'avais changé le manteau de la porte de garage. Une partie de moi se sent mal. La plupart de moi non. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, ce n'est même pas le commentaire de l'assurance, c'est le rire, la manière la plus simple. Ils ont tous les deux trouvé de l'humour à l'idée de ma souffrance. Qui fait ça et depuis combien de temps ressent-elle cela? Je me pose également des questions sur le contrat d'assurance vie que nous avons souscrit il y a 3 ans. Ce n'est pas énorme, 500 000 $, mais suffisant pour faire espérer à quelqu'un qu'il s'écrase. Je suppose que j'appelle la compagnie d'assurance demain pour savoir s'il est possible de changer de bénéficiaire. Je sais que cela devient long, mais tout à paix aide. Théo a un pote qui est avocat spécialisé en divorce. On le retrouve demain pour un café. Je ne sais pas si c'est là que cela mène, mais j'ai besoin de connaître mon option. Pour tous ceux qui se demandent ce que je vais faire ensuite, je ne le sais pas encore. Une partie de moi veut simplement disparaître complètement, changer de numéro, passer à un autre état, recommencer,
mais c'est comme s'enfuir. Une autre partie veut la confrontation, veut voir son visage quand je lui répète ces paroles, veut qu'elle ressente un dixième de la douleur que je ressens. Mais surtout, je veux juste que la sensation de creux dans ma poitrine disparaisse. Je veux arrêter de voir son visage quand je ferme les yeux. Je veux arrêter d'entendre ses mots et ses rires se répéter dans ma tête. Pour l'instant, cependant, je le fais un jour à la fois, en gardant la tête baissée, en faisant des projets et en la laissant se demander où je suis, ce que je sais et ce que je vais faire. S'il y a de l'intérêt, je mettrai à jour au fur et à mesure que les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir laissé m'exprimer. Parfois, Internet est le seul endroit où les étrangers se contentent d'écouter sans essayer de tout arranger. Toujours debout, toujours en train de respirer une mise à jour de Noah. TLDR rapide du message précédent pour ceux qui rejoignent. J'ai conduit 9 heures à travers une tempête de neige pour surprendre ma femme Abigail chez sa sœur Mia pour son anniversaire. J'ai entendu Abigail dire à Mia qu'elle espérait que je m'écraserais pour l'argent de l'assurance, elle a laissé le gâteau sur le comptoir et est sortie. Je reste chez mon ami Théodore depuis 3 jours, ignorant ses appels et ses SMS tout en réglant mes finances. Vous avez été nombreux à demander une mise à jour lorsque les choses ont évolué. Alors nous y sommes. Cela fait 1 semaine depuis mon dernier post et 10 jours que j'entends ces mots qui reviennent sans cesse dans ma tête comme un son maudit de TikTok. On dit que la colère s'estompe. C'est ce que prétendent tous les podcasts d'auto-assistance que Théodore diffuse dans la cuisine. Quoi qu'il en soit, la rage s'apaise et vous vous retrouvez avec l'esprit clair pour prendre une meilleure décision. J'attends toujours cette partie. Mercredi dernier, 4e jour de silence, je me suis réveillé avec un plan, pas un bon plan, pas un plan sain, mais un plan qui me semblait juste à ce moment-là. J'ai attendu jusqu'à 9h30, quand j'ai su qu'Abigail serait au travail. Puis je suis rentré chez moi, notre maison, avec 3 valises vides et le pick-up de Théodore. La maison était exactement la même que lorsque je l'avais quittée, la tasse de café toujours sur le comptoir, le courrier entassé près de la porte. Mais c'était différent, étranger, comme entrer dans un décor de cinéma de ma vie, plutôt que dans la réalité. J'ai commencé dans la chambre, j'ai emballé tous mes vêtements sauf ceux qu'Abigail avait choisis pour moi, j'ai laissé ceux suspendus dans le placard comme des cocons abandonnés, j'ai pris la montre de ma grand-mère sur la commode, mes journaux sur l'étagère, le disque dur externe avec toutes nos photos, mesquin peut-être. Mais j'ai payé pour ce foutu truc. Au bureau, j'ai débranché ma configuration de jeu, j'ai quitté le bureau, nous l'avons acheté ensemble, mais j'ai pris la chaise, je l'ai achetée quand elle s'est plainte des roues grinçantes de l'ancienne, j'ai trouvé notre certificat de mariage dans le classeur et je l'ai pris aussi, je ne sais pas pourquoi, je me sentais juste important. Dans toute la maison, je me suis systématiquement retiré, mes livres, mes disques, mes outils du garage. L'étrange sculpture en métal que j'ai achetée à cette foire d'art. Elle détestait passer 4 heures à effacer méthodiquement mes cadeaux. Ce que je n'ai pas pris. Tout ce que nous avions acheté ensemble, le canapé que nous avions choisi après 3 week-ends de shopping, la table de la cuisine où nous avions mangé des milliers de repas, le lit où nous avions dormi, nous sommes battus, nous sommes maquillés, avons fait l'amour. J'ai laissé toutes nos photos encadrées exactement là où elles se trouvaient. Quelque chose dans le fait de voir mon visage lui sourire sur chaque mur, chaque surface semblait être un rappel de ce qu'elle avait jeté. Avant de partir, j'ai fait 3 choses. Tout d'abord, j'ai baissé le thermostat à 62 degrés. Abigail se plaignait toujours si elle était inférieure à 70. Deuxièmement, j'ai sorti l'ampoule du réfrigérateur, un petit inconvénient qui prendrait des jours à se rendre compte mais qui l'irriterait à chaque fois qu'elle l'ouvrirait la nuit. Troisièmement, j'ai changé le mot de passe Wi-Fi en j'espère qu'il plante en 2023 et j'ai laissé le routeur débranché. Des petites choses, des choses insignifiantes, des choses qui lui feraient ressentir mon absence de 100 petites façons, avant même qu'elle n'accepte la plus grande absence. Alors que je fermais la porte derrière moi, notre voisine Lydia recevait son courrier. Elle regarda le camion de Théodore rempli de mes affaires. Puis vers moi, les sourcils levés, j'ai simplement haussé les épaules et j'ai dit que j'emportais des choses à donner. Elle ne m'a pas cru. Ses yeux en disaient autant, mais elle hocha la tête et entra. Politesse du Midwest, ne posez pas de questions inconfortables, occupez-vous de vos affaires. Cela m'ennuie généralement, mais ce jour-là, j'étais reconnaissant. De retour chez Théodore, j'ai tout empilé dans son garage, à l'exception de 2 valises de vêtements et de produits de première nécessité qui entraient à l'intérieur. Il m'a aidé à décharger sans poser de questions. Il m'a juste tendu une bière quand nous avons fini et m'a dit, parfois, la vie te donne un coup de pied dans les dents.
Jeudi était le jour financier. J'ai de nouveau rencontré Milton. Il avait rassemblé toutes les informations de notre compte et tout présenté dans une feuille de calcul. Ça m'a fait tourner l'estomac. Il s'avère qu'Abigail a dépensé bien plus que ce que je pensais, pas seulement la carte de crédit du magasin que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi des retraits d'espèces de notre chèque commun, 3 cents ici, 5 cents là, plus de 12 000 $ l'année dernière qu'elle n'a pas pu justifier avec les reçus ou les achats que je pouvais voir. Milton m'a aidé à rédiger une lettre demandant officiellement une séparation financière. Pas de papier de divorce, pas encore, mais une déclaration claire selon laquelle je ne serai plus responsable des nouvelles dettes qu'elle contracterait. L'a fait livrer par coursier sur son lieu de travail, mesquin, peut-être, efficace, définitivement. J'ai également annulé nos comptes de streaming partagés et nos services d'abonnement, modifié les mots de passe de notre stockage cloud où nous conservions des documents importants, redirigé tout mon courrier vers une boîte postale. Petite coupure systématique dans notre vie entrelacée. Vendredi matin, j'ai enfin vérifié mes réseaux sociaux, 17 messages Facebook, 34 DM Instagram. Même mon Twitter endormi avait une notification. Les gens vérifiaient si j'allais bien, les gens demandaient ce qui s'était passé avec Abigail, les gens prenaient parti. Sans connaître toute l'histoire. J'ai posté exactement une chose, une photo d'un gâteau d'anniversaire à moitié mangé sur un comptoir de cuisine. Pas de légende, pas de contexte, juste le gâteau. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé, des amis envoyant des SMS pour demander ce que cela signifiait. Abigail a appelé 6 fois en 20 minutes. Sa meilleure amie, Gilles, a envoyé un message pour me demander si j'allais bien, car Abigail était vraiment inquiète. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Raon du travail pour lui expliquer que j'avais besoin de temps personnel. Il a été étonnamment compréhensif, m'a simplement demandé combien de temps j'avais besoin et si je pouvais toujours gérer le projet Wilson à distance. J'ai dit oui au projet, 2 semaines. Pour le moment, il n'a pas insisté, il m'a juste tapé sur l'épaule et m'a dit que parfois l'espace était le meilleur moyen d'obtenir de la clarté. Premier conseil décent que j'avais reçu depuis le début de toute cette histoire. Samedi a eu lieu la première véritable confrontation. J'étais à l'épicerie en train de regarder des pizzas surgelées et j'essayais de me rappeler quelle marque Théodore préférait. Quand quelqu'un m'a appelé, je me suis retourné pour trouver Mia debout, son panier à la main, le visage pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Elle a commencé avec l'habituelle Abigail, inquiète, malade, tout le monde est concerné. Est-ce que je ne peux pas lui parler, s'il te plaît? Comme je ne répondais pas, son ton a changé. J'ai dit que j'étais enfantin. J'ai dit que c'était juste une blague entre sœurs. J'ai dit que j'exagérais les choses de manière disproportionnée. J'ai finalement parlé, je lui ai demandé catégoriquement si elle pensait que souhaiter la mort de son conjoint pour l'argent de l'assurance était une blague normale entre sœurs. On lui a demandé si elle voulait que son petit ami l'entende dire quelque chose de similaire. On lui a demandé si elle avait réalisé que cette blague était le point culminant de mois de mépris croissant d'Abigail. Elle n'avait pas de réponse, elle balbutiait juste quelque chose sur des malentendus et sur le contexte. J'ai remis la pizza, j'ai laissé mon chariot à moitié rempli dans l'allée et je suis sorti. Mesquin, oui. Satisfaisant aussi, oui. Le dimanche était calme. Théodore avait des amis pour regarder le match. Ils savaient tous que quelque chose se passait, mais personne ne m'a demandé. Ils m'ont juste tendu des bières et ont fait de la place sur le canapé pendant 3 heures. Je me sentais presque normal. Puis lundi est arrivé et avec lui la réalité. Mon arrêt temporaire du travail a commencé. La maison que j'avais partagée avec Abigail pendant 5 ans était à moitié vide de l'autre côté de la ville et mon téléphone affichait 15 appels manqués de sa part pendant la nuit. J'ai finalement écouté un message vocal. Sa voix était différente, rauque, crue. Elle a dit qu'elle n'avait pas dormi. Il a dit que la maison ne se sentait pas bien sans moi. Elle a dit qu'elle avait remarqué que de plus en plus de mes affaires manquaient et que cela lui faisait peur. On m'a demandé si je reviendrais un jour ou si je fantôme tout notre mariage. Quelque chose dans sa terminologie traitait notre relation comme un match Tinder où vous pouvez simplement disparaître de quelque chose de durci. J'ai envoyé un texto à Théodore pour lui dire que j'allais faire un tour en voiture et je me suis retrouvé garé devant notre maison, ma maison, celle d'Abigail, pendant près d'1 heure. Sa voiture n'était pas là. La lumière du Porsche était allumée même s'il faisait jour, comme si elle avait oublié de l'éteindre. Le bac de recyclage en bordure de rue débordait de bouteilles de vin. Je ne suis pas entré,
je suis resté assis là à me demander combien de versements hypothécaires il me restait, à me demander si je devais le vendre et partager le produit ou essayer de la racheter, à me demander comment nous étions passés d'éternité à la jury-comptabilité en 10 jours. Mardi a apporté une autre surprise financière, une notification de notre société émettrice de cartes de crédit concernant une activité inhabituelle. Abigail s'était lancée dans une virée shopping de plus de $2000 dans des grands magasins et des boutiques. Thérapie de vente au détail ou sabotage financier délibéré? Quoi qu'il en soit, j'ai appelé et signalé le vol de la carte. J'en ai envoyé une nouvelle à ma boîte postale. Un autre pont a brûlé cette nuit-là. J'ai finalement publié quelque chose de plus substantiel en ligne, pas spécifiquement sur Abigail, mais un simple statut. Parfois, la chose la plus difficile et la bonne sont les mêmes, assez vagues pour vouloir dire n'importe quoi, assez spécifiques pour ceux du numéro 1. Abigail le verrait, ses amis le verraient. Le récit passait de la crise de Noah à quelque chose de grave qui se produisait. Mercredi faisait 2 semaines que j'avais entendu ces mots dans la cuisine de Mia. 2 semaines de silence de ma part, 2 semaines de tentatives de plus en plus désespérées pour me contacter du côté d'Abigail. J'ai rencontré un avocat. Théodore a recommandé un gars sympa nommé Milton. Oui, le même nom que mon conseiller financier, ce qui a vite prêté à confusion. Il m'a exposé mes options, le divorce serait simple puisque nous n'avons pas d'enfants, mais la maison et les finances resteraient compliquées. Il a suggéré d'abord une séparation formelle pour nous donner à tous les deux le temps de bien démêler les choses. J'ai accepté et il a rédigé les documents sur place, a dit qu'il pourrait les faire signifier dès vendredi. Le bal était en marche et s'accélérait désormais à chaque jour de silence. C'est jeudi que les choses ont dégénéré. Je travaillais à distance depuis la table à manger de Théodore lorsque la sonnette a retenti. Théodore répondit, puis revint l'air mal à l'aise. Abigail était dehors, a-t-il dit en pleurant, exigeant de me voir. J'étais assis là, le café glacé à mi-chemin de mes lèvres tandis que Théodore demandait maladroitement s'il devait la renvoyer ou la laisser entrer. Aucune des deux options ne me semblait correcte. Je n'étais pas prêt à la voir, je n'étais pas prêt à entendre les excuses qu'elle avait préparées. Mais la renvoyer, c'était comme lui donner des munitions pour prouver que j'étais déraisonnable. Alors j'ai hoché la tête et Théodore l'a laissée entrer. Elle avait l'air horrible, cheveux non lavés, oui, j'ai dit, oui, je l'ai fait, elle était. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui parlais pas, pourquoi je ne la laissais pas s'expliquer. Sa voix n'arrêtait pas de s'accrocher, comme si elle devait forcer les mots. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à expliquer. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Elle a dit que ce n'était pas ce que je pensais, qu'elle était stressée à cause du travail et des factures et que sa sœur faisait toujours ressortir le pire d'elle, qu'elle ne le pensait pas littéralement. C'était juste de l'humour noir. Après quelques verres de vin, je lui ai demandé si elle se souvenait exactement de ce qu'elle avait dit. Elle a hésité, puis a affirmé qu'elle avait dit « J'aurais aimé qu'il s'écrase sur le canapé pendant un moment et j'avais mal entendu ». C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai écouté l'audio. Oui, j'ai eu un enregistrement. Pas parce que je l'avais prévu. J'utilisais une application de mémo vocal pour enregistrer des idées de cadeaux pendant le trajet, essayant de penser à quoi d'autre lui offrir pour son anniversaire en plus du gâteau. Je n'ai jamais arrêté l'enregistrement à mon arrivée. Pur accident ou destin, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ces mots exacts dans sa voix exacte. Mon Dieu, j'espère qu'il s'écrasera. Je pourrais utiliser l'assurance. La réponse de Mia, ou au moins quelques mois de silence, les rires qui ont suivi, la couleur du visage d'Abigail a disparu à mesure qu'elle s'entendait. Elle a essayé de prendre mon téléphone. Je l'ai éloigné. Elle a commencé à pleurer plus fort, disant que c'était sorti de son contexte. Elle ne le pensait pas, elle ne me ferait jamais de mal. Je lui ai juste posé une question, m'aurais-tu parlé de cette conversation si je ne l'avais pas entendue moi-même? Son silence était une réponse suffisante. Théodore s'était fait discret à son arrivée, mais maintenant nous sommes revenus dans la pièce, suggérant maladroitement qu'il devrait peut-être poursuivre cette conversation une autre fois, lorsque les émotions n'étaient pas si fortes. Abigail l'ignora, se concentrant entièrement sur moi. Elle a commencé à énumérer toutes les choses qu'elle avait réalisées au cours des 2 dernières semaines, à quel point elle dépendait de moi, à quel point la maison semblait vide sans moi, à quel point elle ne pouvait pas dormir seule dans notre lit, à quel point elle n'avait jamais voulu me faire de mal et passerait le reste de sa vie à se rattraper si je rentrais à la maison. C'était la performance d'une vie. Des larmes, des mains tremblantes, une voix brisée au bon moment. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être été ému, je l'aurais peut-être cru,
mais quelque chose avait changé en moi. J'avais passé 14 jours à réfléchir non seulement à ce qu'elle avait dit, mais aussi à la raison pour laquelle elle l'avait dit. Le mépris qui a dû se développer, la cruauté désinvolte. La personne qui pouvait rire à l'idée de ma mort n'était pas celle que je pensais avoir épousée. Alors je lui ai dit la vérité. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance. Les papiers de séparation n'avaient pas pour but de la punir. Il s'agissait de me protéger pendant que je cherchais s'il restait quelque chose à sauver. Elle ne l'a pas bien pris, elle a commencé à dire que je gâchais 7 ans pour un commentaire stupide, que tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il s'exprime, que j'étais cruel en disparaissant et en l'ignorant. Je suis resté assis là, laissant ces mots m'envahir sans pénétrer. Lorsqu'elle s'est finalement essoufflée, je lui ai dit que les papiers de séparation seraient livrés demain et qu'elle devrait les lire attentivement avant de décider des prochaines étapes. Elle laissa du mascara sanglotant couler sur son visage. Théodore revint avec 2 bières et dit que c'était la chose la plus inconfortable dont il avait été témoin depuis le divorce de ses parents. Humour noir. Mais j'ai apprécié la tentative. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, j'ai répété son visage lorsqu'elle a entendu l'enregistrement, le choc, la panique, mais pas, j'ai remarqué, de véritables remords, juste la peur des conséquences. Vendredi matin, les journaux ont été livrés comme promis. Vendredi après-midi, la sœur d'Abigail publiait de vagues statuts sur les réseaux sociaux à propos d'hommes qui réagissaient de manière excessive et détruisaient les mariages à cause de malentendus. C'est drôle comme les familles sont serrées même quand elles savent qui a tort. Mais quelque chose d'inattendu s'est également produit. La meilleure amie d'Abigail, Jill, a envoyé un simple message disant qu'elle avait entendu toute l'histoire maintenant, y compris ce qu'Abigail avait réellement dit, et qu'elle était désolée que je vive cela. Elle a dit qu'elle connaissait Abigail depuis l'université et qu'elle l'avait vu faire des remarques tout aussi tranchantes à l'égard des autres. A dit qu'elle avait déjà essayé d'en parler à Abigail, mais qu'elle avait été fermée. C'était le premier message de quelqu'un dans l'entourage d'Abigail qui reconnaissait la légitimité de ma douleur. Plutôt que d'essayer de minimiser, je n'ai pas répondu, mais cela m'est resté. Peut-être que le commentaire d'Abigail n'était pas un écart momentané mais un aperçu de son véritable caractère. Peut-être que j'avais manqué ou ignoré les signaux d'alarme pendant des années. Le week-end s'est déroulé tranquillement. Théodore avait un rendez-vous, alors j'avais la maison pour moi tout seul, j'ai commandé une pizza, j'ai regardé une série de science-fiction qu'Abigail avait toujours refusé de regarder et j'ai essayé de ne pas penser au fait que dans une autre vie, une autre chronologie, je serais à la maison avec ma femme pour célébrer notre tradition mensuelle de pizza et de soirée cinéma. Dimanche soir, Abigail n'a envoyé que 2 mots, je suis désolé. Première véritable excuse en 17 jours, aucune excuse, aucune demande de parler, juste ces 2 mots. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai réfléchi plus longtemps que j'aurais dû. Lundi matin, jour 18 de cette nouvelle réalité, je me suis réveillé pour trouver Abigail assise dans sa voiture devant la maison de Théodore, juste assise là à regarder la porte. Théodore la repéra le premier et lui montra du doigt à travers la fenêtre de la cuisine. Je l'ai appelée, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de me voir pour savoir que j'allais vraiment bien. Elle a dit qu'elle ne s'approcherait pas de la maison ni ne ferait de scène, qu'elle avait juste besoin d'une confirmation visuelle. C'était à la fois inquiétant et étrangement touchant. Je lui ai dit de rentrer chez elle, car cela ne nous aidait ni l'un ni l'autre. Elle m'a demandé si j'avais lu son message. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si je croyais qu'elle était désolée. J'ai dit que je ne savais pas. Puis elle a posé la question que je redoutais, demandez-vous le divorce? Je lui ai dit la vérité. Je n'avais pas encore décidé. Elle est restée encore 1 heure dans sa voiture avant de finalement repartir. Théodore m'a suggéré de changer les serrures de ma maison, juste au cas où. J'ai accepté et nous avons passé l'après-midi à installer de nouveaux peines dormants. Une autre petite rupture de nos vies connectées. Aujourd'hui cela fait 3 semaines depuis cette nuit chez Mia. 3 semaines de silence, principalement de séparation et de tri des décombres de ce que je pensais être un mariage solide. Je ne dors pas très bien. Les choses stupides me manquent, la façon dont Abigail achetait toujours le bon café même s'il était plus cher. Comme elle chantait mal sous la douche tous les matins. Sa ridicule collection de chaussettes pelucheuses qui finissait toujours de mon côté du lit. Mais je ne regrette pas le mépris croissant dont je réalise maintenant qu'il s'est construit depuis des mois. Ne manquez pas de marcher sur des œufs face à ses humeurs. Ne manquez pas les subtiles critiques que j'ai considérées comme étant simplement son sens de l'humour. Les papiers de séparation ont été signés et déposés.
L'avocat dit que nous sommes officiellement dans une période de séparation légale, 6 mois, où nous sommes toujours techniquement mariés mais vivant séparés, avec des finances formellement séparées. À la fin de ces 6 mois, soit nous nous réconcilions, soit nous procédons au divorce. Il y a 3 semaines, je n'aurais pas hésité à dire que la réconciliation était impossible. Maintenant, j'en suis moins sûr, non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que démêler un mariage de 7 ans est compliqué, les maisons, les comptes bancaires, les familles et les amis sont tous liés d'une manière que je commence seulement à comprendre. Au moment où j'écris ceci, mon téléphone s'allume avec une notification, un autre message d'Abigail. Pouvons-nous nous rencontrer dans un endroit neutre juste pour parler, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que je vais dire. Une partie de moi veut l'entendre. Une partie de moi pense que cela ne fait que prolonger l'inévitable. La plupart d'entre moi sont simplement fatigués de toute cette situation. Mais je pense que j'accepterai de la rencontrer, ne serait-ce que pour lui dire en face tout ce que j'ai écrit à des inconnus sur Internet. Nous mettrons à jour si quelque chose de significatif change. Et merci pour tous les conseils du dernier post, même les suggestions bizarres concernant les paillettes et sa bouteille de shampoing. Certains d'entre vous ont besoin d'une thérapie, mais j'apprécie la solidarité. Toujours debout, toujours en train de respirer, Noah. Mise à jour finale, cela fait exactement 25 jours que j'ai laissé ce gâteau sur le comptoir, 25 jours de silence, de séparation et plus d'adulte que je n'aurais jamais voulu faire. Ce sera probablement ma dernière mise à jour, car, eh bien, il n'y a qu'un nombre limité de façons de disséquer un mariage décédé avant même qu'Internet ne s'ennuie. Tout d'abord, merci pour tous les commentaires et messages directs. Oui, même le plus bizarre. Non, je n'ai pas suivi le conseil de mettre du poisson dans les bouches d'aération de sa voiture. Vous êtes tous des sauvages. Alors le rendez-vous au café, je suis arrivé 15 minutes plus tôt car l'anxiété me rend ponctuel. Downtown Groundwork Coffee à 14h un jeudi signifiait qu'il y avait suffisamment de monde pour le bruit de fond, mais pas trop de monde pour que nous puissions être entendus. J'ai choisi une table d'angle, j'ai commandé un café noir dont je ne voulais pas et j'ai attendu. Abigail est arrivée exactement à l'heure, pas 5 minutes en retard, comme elle le serait habituellement. Coiffée, légèrement maquillée, portant le pull bleu que je lui avais offert à Noël dernier. Tous des choix stratégiques. Je suis sûr que la première chose qu'elle a dite en s'asseyant n'était pas bonjour, c'était qu'elle avait perdu 7 livres depuis mon départ. J'ai juste laissé tomber ce fait comme si c'était censé signifier quelque chose. Le stress, la perte de poids comme monnaie relationnelle, le mouvement classique Abigail. Je ne l'ai pas reconnue, j'ai juste demandé pourquoi elle voulait se rencontrer. Elle avait préparé des notes, de véritables notes manuscrites, sur un bloc-notes jaune légal. Le site était tellement inattendu que j'en ai presque ri. Cette femme, qui préférait mourir plutôt que de faire une liste d'épiceries, s'était frayé un chemin à travers ce que cette conversation était censée être. Son premier point, elle était désolée, vraiment profondément désolée, pour ce qu'elle avait dit. C'était cruel et irréfléchi et elle ne le pensait pas. Elle était stressée par le travail, ennuyée que je manque son week-end d'anniversaire, du moins c'est ce qu'elle pensait, et avait bu du vin avec Mia tout l'après-midi. Les mots viennent de sortir. J'ai demandé pourquoi elle avait ri après. Elle tressaillit comme si je lui avais jeté de l'eau au visage. Il a dit que c'était un rire nerveux. Dit que Mia faisait toujours ressortir son pire côté. A dit que c'était une tentative stupide de sembler énervée et cool devant sa sœur. Deuxième point, elle prenait notre relation pour acquise. Elle était devenue à l'aise dans la sécurité que j'ai assurée, la stabilité. Elle avait cessé d'apprécier tout ce que j'ai fait et a commencé à me concentrer sur ce que je n'ai pas fait. Troisième point, les 3 dernières semaines avaient été un réveil. Elle avait réalisé à quel point elle dépendait de moi, non seulement financièrement, bien que cela en faisait au moins une partie, mais émotionnellement. Dit que la maison était trop calme. A dit qu'elle avait commencé à se parler juste pour entendre une voix. Quatrième point, elle voulait essayer la thérapie des couples. Avait déjà trouvé quelqu'un qui se spécialisait dans la reconstruction de la confiance après la trahison, avait réservé un rendez-vous préliminaire pour la semaine prochaine. Je ne le considérerais-je pas? À travers tout cela? Je suis juste assis là en sirotant mon café maintenant froid, en regardant son visage pour des signes de la femme qui m'avait souhaité mort. Était-ce une performance ou un véritable remords? Je ne pouvais toujours pas le dire. Quand elle a terminé ses remarques préparées, elle a posé le tampon légal et m'a regardé directement pour la première fois, a demandé ce que je pensais. Je lui ai dit que je pensais aux univers parallèles,
sur la façon dont, dans une autre chronologie, je n'ai jamais traversé cette tempête de neige, je n'ai jamais entendu ce qu'elle a dit, vivrai toujours dans une ignorance heureuse, dormant à côté de quelqu'un qui pourrait rire de la pensée de moi. Elle a commencé à pleurer, pas le sanglot théâtral du salon de Théodore, des larmes silencieuses qu'elle continuait à essuyer avec une serviette comme s'ils étaient un inconvénient. J'ai présenté mes conditions, ne pas négocier des points, juste des faits. La séparation se poursuivrait pendant les 6 mois complets, comme prévu. Je ne reviendrai pas pendant cette période. Je ne disais pas à ne jamais réconcilier, mais je ne disais pas encore oui à la thérapie de couple. J'avais besoin de temps. Elle hocha la tête à travers tout cela comme chaque mot était un petit coup qu'elle absorbait. Quand j'ai fini, elle a juste demandé si je détestais sa partie la plus étrange. Je ne l'ai pas fait, je ne le fais toujours pas. Il y a de la colère, de la déception, du mal, mais pas de la haine. Je lui ai dit qu'elle semblait vraiment surprise, j'ai dit qu'elle se disait que je devais la détester pour la fermer si complètement. A dit qu'il était presque pire que je ne l'ai pas fait, car cela signifiait que je m'en fichais plus de ressentir quoi que ce soit aussi fort, se piquer, car ce n'était pas entièrement mal. La conversation s'est terminée après cela. Nous avons convenu de communiquer par email sur des questions pratiques comme la chambre et les factures. Elle continuerait à payer l'hypothèque. Son nom est aussi. Je continuerai à payer ma part de service public. Nous réévaluions au 3e mois de la séparation. Alors que nous nous levions pour partir, elle hésitait, puis nous demandait si elle pouvait me serrer dans ses bras. J'ai dit non. Elle hocha la tête comme elle s'y attendait, rassemblait ses affaires et sortit. Je me suis assis là pendant une autre demi-heure en pensant à quel point il était surréaliste d'avoir une conversation aussi professionnelle avec quelqu'un que vous avez vu vilain pleurer, quelqu'un qui vous a tenu la tête lorsque vous avez eu une intoxication alimentaire. Quelqu'un qui connaissait chaque stupide histoire embarrassante de votre enfance, 7 ans, réduite à des balles sur un coussin légal. La vie a continué son nouveau modèle étrange après cela. J'ai prolongé mon arrangement de travail à distance jusqu'à la fin du mois. La chambre d'amis de Théodore est devenue moins temporaire alors que j'achetais un dépassement de matelas décent et que je raccrochais quelques photos. J'ai établi des routines, la course du matin, le travail, le gymnase 3 fois par semaine, préparant le dîner avec Théodore. Lorsque nos horaires se sont alignés, la stratégie silencieuse a continué à verser un dividende inattendu. Avec un contact limité de ma part, Abigail semblait faire une réflexion réelle. Sa sœur, Mia, m'a envoyé un message étonnamment humble une semaine après la réunion du café. A dit qu'elle avait eu une mauvaise influence sur Abigail depuis des années, l'encourageant à être brutalement honnête comme une forme tordue de liaison fraternelle. A dit qu'elle était dégoûtée d'elle-même d'avoir ri ce jour-là, n'a pas demandé pardon, voulait juste que je sache qu'elle a reconnu son rôle dans la situation. Je n'ai pas répondu mais j'ai pris des captures d'écran, pas pour l'effet de levier, juste pour me rappeler que je n'étais pas fou de me sentir trahi. Pendant ce temps, la pression financière frappait plus fort que je ne l'avais prévu. L'ami d'Abigail, Gilles, a de nouveau tendu la main, a déclaré qu'Abigail avait du mal à maintenir son style de vie sur ses revenus, a dû annuler son adhésion au spa mensuel, chercher une colocataire pour aider à l'hypothèque mais ne voulait pas réellement déplacer quelqu'un parce qu'elle espérait toujours que vous rentrerez chez vous. J'ai noté la tactique de manipulation, en utilisant un ami pour me faire sentir coupable, mais je n'ai pas pris l'appât. J'ai remercié Gilles pour la mise à jour et a déclaré qu'Abigail était invitée à contacter mon avocat si elle voulait discuter des arrangements financiers. Vers le jour 30, quelque chose a changé dans l'approche d'Abigail. Ses courriels sont devenus moins émotionnels, plus pratiques. Elle a commencé à vendre certains de ses vêtements et sacs les plus chers sur les applications de revente, s'est débarrassée de sa 2e voiture, le cabriolet impraticable qu'elle avait insisté pour acheter l'été dernier, même mentionné dans un email. Qu'elle envisageait de suivre des cours pour augmenter son potentiel de revenus. C'était comme regarder quelqu'un grandir en mouvement rapide. Étrangement, je me sentais fier d'elle, même si je restais déterminé à ne pas la sauver. Le jour 35 a apporté une tournure inattendue. J'ai coché le courrier dans ma boîte de peau et j'ai trouvé une enveloppe épaisse d'Abigail. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, 10 pages avant et arrière, et un lecteur USB. La lettre était essentiellement une chronologie de notre relation de son point de vue. Chaque moment majeur, bon et mauvais, la proposition du lac, notre premier grand combat à propos de ses dépenses, la fausse couche en 3e année dont nous n'avons jamais vraiment parlé correctement, le changement progressif dans la façon dont elle m'a vu, d'un partenaire à l'autre en fournisseur. C'était brutalement honnête. D'une certaine manière, nos conversations réelles ne l'avaient jamais été.
Elle a admis avoir ressenti mon contentement avec notre vie quand elle en voulait toujours plus. Admis avoir comparé notre style de vie défavorablement à ses amis, même si elle savait qu'ils se noyaient endettés pour maintenir des apparences, a admis avoir flirté avec son collègue Jason l'année dernière, bien qu'elle ne jugeait rien de physique. Le lecteur USB contenait des fichiers audio, des enregistrements de ses séances de thérapie, avec la permission de son thérapeute apparemment. J'ai seulement écouté. On ne pouvait pas m'empêcher de l'entendre plus de disséquer notre mariage avec un étranger, entendant la véritable confusion dans sa voix lorsqu'elle a essayé d'expliquer pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit à propos de l'argent de l'assurance. C'était trop intime, trop brut. J'ai supprimé les fichiers et mis la lettre dans ma boîte de documents. Je ne sais pas si je vais jamais le relire, mais c'était mal de le jeter. Le jour 40 a apporté un autre développement. J'ai rencontré notre voisin Lydia à la quincaillerie. Elle a mentionné qu'Abigail avait organisé une sorte de rassemblement hebdomadaire à la maison, et non des réunions de parti, a déclaré qu'il y avait toujours 6 ou 7 voitures à l'avant le mercredi soir. La curiosité a eu raison de moi que mercredi, je me suis garé dans le bloc et j'ai vu cette femme arriver entre 6h et 6h30, tout autour de l'âge d'Abigail. Certains que j'ai reconnus comme ses amis, d'autres étaient des étrangers. Je n'ai pas approché, ce serait bizarre, mais j'ai fait un SMS à Gilles par la suite, demandant avec désinvolture ce qu'Abigail faisait ces jours-ci. Elle a dit qu'Abigail avait lancé un groupe de responsabilisation des femmes axé sur la littératie financière et la rupture du modèle de relations toxiques. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Vers le jour 45, la dynamique des médias sociaux s'est considérablement déplacée. Mia, qui avait été manifestement silencieuse sur notre situation en ligne, a affiché un long statut sur le soutien de ma sœur par son réveil et l'a aidé à reconnaître les modèles destructeurs. Elle a marqué Abigail, qui a répondu avec un simple « love you », mais ce voyage est à moi à partager quand je suis prêt. Cela a attiré l'attention de nos amis communs. Soudain, les gens qui m'avaient donné de l'espace ont commencé à tendre la main à lui demander ce qui se passait. Le moulin à rumeurs s'est produit. Quelqu'un a entendu que Abigail était en cure de désintoxication. Elle ne l'était pas. Quelqu'un d'autre avait entendu que j'avais nettoyé nos comptes et laissé son nom tru. Un autre a affirmé que nous aurions eu des problèmes depuis des années et que la séparation était mutuelle. Parallèlement vrai, je suppose. J'ai maintenu mon silence. Laissez-les se demander. Le jour 50 a marqué un moment important. Pour la première fois depuis son départ, je suis retourné à la maison tandis qu'Abigail était à la maison, devait ramasser mon équipement d'hiver du garage. Le printemps du Minnesota est un mensonge et nous avons obtenu 600 de la neige pendant la nuit. Il lui a d'abord envoyé un texto pour s'assurer que tout allait bien. Elle a répondu immédiatement en disant, bien sûr, elle serait à la maison toute la journée en travaillant sur un projet. L'arrivée dans l'allée se sentait surréaliste. La pelouse avait besoin de tonte, les parterres de fleurs étaient des petits signes non destinés à mon absence. Abigail s'est rencontrée à la porte mais n'a pas plané, a juste dit de prendre le temps dont j'avais besoin. Puis se retire dans la cuisine où elle semblait peindre quelque chose. La maison était différente, sentait aussi différente. Moins comme mon détergent à lessive, plus comme le diffuseur d'huile essentielle qu'elle avait toujours voulu utiliser, mais j'ai trouvé trop fort. Les photos avaient été réorganisées. Certains meubles se sont déplacés, pas radicalement mais assez pour le remarquer. Dans le garage, j'ai trouvé mes trucs d'hiver, soigneusement encadrés et étiquetés, non jetés à la hâte mais soigneusement emballés. Elle avait même inclus des choses que j'avais oubliées, mon foulard préféré, les gants chers que ma mère m'avait donnés il y a 2 Noëls. Alors que je chargeais les boîtes dans ma voiture, Abigail est sortie avec une tasse de café, m'a demandé si je voulais voir sur quoi elle travaillait à l'intérieur. Pas de pression, juste une offre. La curiosité a gagné, l'a suivie jusqu'à la cuisine où elle avait installé un petit studio d'art. Elle peignait des panneaux en bois avec des citations inspirantes, le genre de choses qu'elle utilisait pour se moquer des gens pour acheter chez Target. En fait, elle semblait gênée, car elle a expliqué que c'était thérapeutique et elle en avait vendu quelques-unes dans un marché de producteurs local. Nous avons parlé pendant peut-être 15 minutes. Au niveau de la surface, des trucs, du temps, de l'anniversaire de ses parents, du chauffe-eau qui fait ce son frappant à nouveau, une conversation normale entre 2 personnes qui partageaient tout. En partant, elle a dit quelque chose qui m'est resté, a dit qu'elle avait lu sur le chagrin et s'est rendu compte qu'elle était en deuil notre mariage tout en espérant le sauver, et ces 2 choses se sont contradictoires dans sa tête. J'ai hoché la tête, j'ai dit que j'avais compris, parce que je ressentais la même contradiction. Ce fut l'échange le plus honnête que nous avions eu depuis des années.
Le jour 60 a apporté une clarté financière. Rencontre avec Milton, le conseiller financier, pas l'avocat, toujours déroutant. Abigail avait respecté notre accord, pas de nouvelles dettes conjointes, des paiements réguliers sur ses cartes de crédit personnelles. Elle avait même payé cette carte de magasin que je ne connaissais pas. Milton a suggéré qu'il pourrait être temps de discuter des arrangements financiers plus permanents. Selon la façon dont je me penchais sur la réconciliation, j'ai réalisé que je n'avais pas activement pensé à ce choix depuis des semaines. Je m'étais tellement concentré sur le maintien des limites que j'avais évité la plus grande question. J'ai donc fait une liste de style pro ou con, comme décider quelle voiture acheter ou quelle offre d'emploi à prendre, sauf qu'il s'agissait d'essayer de récupérer un mariage de 7 ans ou de repartir en permanence. La liste n'a pas aidé. Certaines choses ne peuvent pas être quantifiées. Jour 70, Théodore a annoncé qu'il voyait quelqu'un suffisamment sérieusement pour discuter de s'installer ensemble, pas immédiatement, mais en quelques mois. Il m'a assuré que je pouvais rester aussi longtemps que j'avais besoin, mais le sous-texte était clair, il est temps de comprendre un arrangement plus permanent. Ce week-end, j'ai fait une tournée à 3 appartements, signé un bail de 6 mois sur la deuxième, une chambre, un emplacement accessible à pied du centre-ville, une cuisine décente, un nouveau départ, a dit à Abigail par email. Elle a répondu avec une seule ligne. Je comprends, mais la porte ici reste ouverte. La journée de déménagement est arrivée. Jour 75, Théodore a aidé, avec 2 autres amis, 4 heures de transport de boîtes et de meubles dans 3 volets d'escalier parce que l'ascenseur a été cassé, a commandé de la pizza et de la bière par la suite, baptisé l'endroit avec un pique-nique de salon de fortune, car je n'avais pas encore acheté de table à manger. Cette nuit seule dans mon nouvel appartement, j'ai finalement ouvert le dossier de photos sur mon disque dur externe. 7 ans de souvenirs, vacances, moments aléatoires en semaine. Abigail rit de quelque chose hors caméra. Abigail dormant la bouche légèrement ouverte. Abigail dans les premiers jours en me regardant comme si j'avais suspendu la lune. Je n'ai pas pleuré, je me suis assis là en ressentant le poids de tout ce que nous avions construit et de tout ce que nous avions perdu. Jour 80, courriel d'Abigail demandant si nous pouvions nous revoir. Elle voulait discuter de ce qui se passerait après la fin de notre séparation de 6 mois, encore dans 3 mois, mais elle voulait être préparée pour l'un ou l'autre résultat. Nous nous sommes rencontrés dans un autre café, un territoire plus neutre. Elle avait l'air bien, en bonne santé, avait coupé ses cheveux à la longueur des épaules, portait un maquillage minimal et des vêtements simples, jeans, pull, bottes, le sac à main de créateur flashy remplacé par un fourre-tout en toile. La conversation était directe. Elle a demandé si j'étais penché vers la réconciliation ou le divorce. Je lui ai honnêtement dit que je n'avais pas décidé. Interrogé ce qu'elle voulait, elle a dit qu'elle voulait réessayer, mais seulement si je pouvais finalement pardonner vraiment, pas seulement dire les mots tout en tenant le ressentiment. A dit qu'elle avait changé au cours des 11 dernières semaines, était toujours en train de changer et voulait avoir la chance de me montrer cette personne plutôt que de me parler d'elle. J'ai dit que j'avais cru qu'elle avait changé. Dit que j'avais changé aussi. J'ai dit que je ne savais pas si notre nouvelle moi était toujours compatible ou si nous avions grandi dans une direction différente. Elle hocha la tête, dit que c'était juste. Elle m'a ensuite tendu une enveloppe scellée, a déclaré qu'elle contenait ses conditions proposées pour les résultats, réconciliation ou divorce. M'a demandé de le lire quand j'étais prêt et de lui avoir fait part de mes pensées. Je l'ai ouvert 3 jours plus tard. À l'intérieur était le document le plus mature et raisonnable que j'aurais pu imaginer de quelqu'un qui se bat pour son mariage tout en se préparant à sa fin, pour la réconciliation, 6 mois de thérapie de couple avant la cohabitation. Propriété financière finative des DDD des Consemble, regard INS sur la certification relationne, l'état des l'union annuelle, les discussions sur les objectifs et les progrès du divorce. Division équitable des actifs basée sur la contribution plutôt que strictement 50/50 THS. Elle achèterait ma part de la maison à valeur marchande. Pas de pension alimentaire dans aucune direction. Pause propre avec un minimum d'implication des avocats si possible. Il était clair, pratique et complètement différent de l'Abigail qui m'avait souhaité mort pour l'argent de l'assurance. 3 mois plus tôt, je lui ai envoyé un email que les 2 ensembles de conditions semblaient raisonnables. A demandé le temps pour prendre ma décision, elle a répondu avec un simple « prendre tout le temps dont vous avez besoin ». Jour 90 aujourd'hui. 3 mois depuis que j'ai entendu ces mots dans la cuisine de Mia, 3 mois de silence, de séparation, de réflexion et de croissance. J'ai pensé au gâteau, celui que j'ai laissé sur le comptoir de Mia, l'anniversaire qu'il était censé célébrer. Le moment, tout a changé.
Cet après-midi, je suis allé dans la même boulangerie, j'ai acheté le même gâteau, je suis conduit dans mon nouvel appartement et je l'ai mis sur mon nouveau comptoir. Ensuite, j'ai pris une photo et l'ai envoyée à Abigail, le premier texte direct que je lui avais envoyé dans 90 jours. Elle a appelé immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ensuite, j'ai coupé une tranche de gâteau, je me suis assis sur mon canapé d'occasion et j'ai écouté son message. Elle n'a pas demandé, n'a pas fait d'hypothèse. Je viens de dire qu'elle comprenait le symbolisme. A dit qu'elle accepterait tout ce que j'ai décidé. A dit qu'elle était fière de la façon dont je m'étais géré à travers tout cela avec dignité au lieu de la destruction. A dit qu'elle était désolée, encore une fois, ne s'attend pas à ce que le pardon, mais offrant les excuses de toute façon. Je rencontre avec l'avocat demain, pour ne pas déposer le divorce, pas encore, mais pour discuter des prochaines étapes de l'une ou l'autre voie, pour comprendre à quoi ressemblerait vraiment la réconciliation après quelque chose comme ça, pour savoir exactement ce que je choisis. Ce soir, je terminerai ce gâteau seul, pas par tristesse, mais parce que certains voyages doivent être promenés en solo. Je ne sais pas si Abigail et moi avons un avenir ensemble. La blessure qu'elle a infligée était profonde. La confiance qu'elle a brisée ne sera pas facilement reconstruite, mais je sais que quoi que je décide, ce sera d'un lieu de force plutôt que de peur, de clarté plutôt que de confusion. Ces mots à la table de la cuisine de Mia ont révélé quelque chose de moche, mais peut-être qu'ils ont également révélé quelque chose de nécessaire. Peut-être que nous devions nous casser complètement pour voir de quoi nous étions réellement faits, ou peut-être que certaines choses, une fois brisées, devraient rester ainsi. Quoi qu'il en soit, je suis en paix avec le processus. L'homme qui a quitté ce gâteau sur le comptoir il y a 90 jours se serait mis au feu pour garder Abigail au chaud. L'homme qui écrit ceci connaît maintenant sa propre valeur. Je mettrai à jour une dernière fois après avoir pris ma décision finale, mais pour l'instant je me déconnecte. Merci d'être venu dans ce voyage avec moi. Les étrangers Internet, vos conseils, votre soutien et des suggestions de vengeance terribles occasionnelles ont été une étrange forme de thérapie. Toujours debout, respire toujours plus fort qu'avant Noah.